Gut, dann möchte ich zum nächsten Referat kommen. Frau Dr. Sophie Swatten ist Philosophin und Wirtschaftswissenschaftlerin von der Uni Lausanne und sie wird uns in der nächsten Viertelstunde nochmals eindrücklich die Grenzen unseres Systems vor Augen führen und vor allem eben darauf hinweisen, was wir bei unseren raumplanerischen Strategien auch berücksichtigen müssen. Sophie Swatten lehrt und forscht im Bereich der Nachhaltigkeit und leitet die Zoin-Stiftung, welche mit der Unterstützung von konkreten Projekten den Wissenstransfer aus der Forschung in die Praxis fördert. Bonjour. Madame Swatten. Merci beaucoup. Merci Damien. Alors effectivement, je vais vous parler de l'état des ressources naturelles, la capacité de charge de la biosphère. Donc c'est un exposé en deux parties. Alors pourquoi deux parties? Pour bien en fait comprendre les enjeux qui ont été évoqués également depuis ce matin, mais de peut-être pas se voiler la face et comprendre les enjeux de fond pour prendre acte précisément des stratégies possibles d'aménagement, en tout cas ce sur quoi on ne peut pas faire l'impasse. Alors, c'est normal que j'arrive pas à... Ah voilà, sur la slide, ouais, merci. Donc, première slide, quand on parle souvent donc sur l'état des ressources naturelles, lorsqu'on parle d'énergie, on a souvent l'impression que les nouvelles technologies permettront de sortir de la crise que l'on rencontre, crise écologique que l'on traverse, et notamment de l'exploitation des fossiles, donc gaz, charbon, pétrole. Mais voilà, vous avez devant vous, c'est le souci principal. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, je dirais que premièrement, la consommation d'énergie générale au niveau mondial ne cesse de monter. Donc, elle explose, elle ne cesse de monter, donc elle ne se réduit pas, contrairement à ce qu'il faudrait réduire nos consommations. Donc là, on voit que ça continue d'augmenter indéfiniment. Et puis, deuxième chose, c'est que la part du renouvelable reste très faible dans la consommation mondiale. Et vous le voyez également dans le nucléaire. Alors, je ne rentrerai pas dans les débats sur le nucléaire, mais même si on voulait remplacer une technologie par une autre, la part du nucléaire en orange reste extrêmement faible. Donc, du coup, le souci, c'est que nous sommes uniquement dans l'idée d'une accumulation des ressources d'énergie et il n'y a absolument pas de réduction absolue. Or, on sait que c'est vers cela qu'il faudrait tendre, vers une réduction, alors qu'il n'y a que vers une augmentation. Alors, je passe dans le deuxième schéma sur les énergies fossiles. Je pense que le schéma, le graphique est assez clair. Donc, en ce qui concerne uniquement le fossile, cette fois, on voit que une évolution très claire du pétrole et du gaz, avec progressivement, on le voit dès 1964, en termes de découverte de gisements purs qui seraient du pétrole ou du gaz, on voit qu'à partir de 1964, les gisements découverts pour le pétrole baissent complètement dans les années 64. Et puis, 15 ans plus tard, c'est la même chose pour le gaz naturel. Or, si vous regardez au niveau des années 2000, on voit que la demande augmente. Au contraire, et ce que l'on n'avait pas anticipé, c'était la demande notamment de l'Inde et de la Chine, une demande qui a explosé. Donc finalement, c'est assez élémentaire à comprendre, c'est que d'un côté, une découverte de gisements qui chute et en même temps, une augmente qui explose. Donc, on commence seulement aujourd'hui à comprendre le problème dans nos sociétés, et on le voit encore plus avec la crise qu'on a traversée, en termes de dépendance économique aux énergies fossiles, et cette idée qu'à un moment donné, le pétrole et le gaz, on ne va pas pouvoir aller, même si on le souhaitait, on ne va pas pouvoir aller plus qu'un certain seuil d'exploitation qui ne tient désormais, le pic est atteint, mais le plateau des énergies fossiles ne tient que par des énergies, on va dire, non conventionnelles, le gaz de schiste, je pense aussi, la fracturation hydraulique de la roche,
et qui sont également très, très néfastes pour l'environnement. Je passe à un autre schéma. Donc là, vous le voyez bien, hein. Le petit filet, le renewable, le renouvelable, ce petit filet orange que vous voyez, c'est ça, la pourcentage, on a 2% en termes de consommation mondiale et d'énergie renouvelable. Vous voyez que ce filet, il est très faible et ça montre bien, là, ce que vous voyez, le problème évoqué tout à l'heure, c'est qu'on a une proportion qui ne change pas suffisamment. On n'est pas dans de la substitution de ressources, on est dans l'accumulation. Donc, dès qu'on découvre une nouvelle énergie, au lieu qu'elle remplace le pétrole ou le gaz, elle vient s'ajouter, mais elle ne la remplace pas. Et le problème, c'est et on l'a vu aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a des énormes enjeux à relever, et donc tout notre système économique est à reprendre à l'envers. Et que si on en sort trop vite, il faudrait tout arrêter, l'avion, la viande, enfin, ça c'est compliqué. Donc si on sort trop vite du système économique, on s'effondre. C'est une catastrophe au niveau économique et donc au niveau social. Et si on n'en sort pas, on risque de s'effondrer, on va le voir, en tant qu'espèce. Donc il y a quand même quelque chose à changer rapidement avec évidemment des pressions sur les ressources. Je vais vous donner un autre exemple d'une autre source, cette fois-ci pour changer un petit peu dans les exemples qu'on donne, pour changer uniquement du fossile, sur le sable. Qui aurait cru il y a 20 ans que le sable soit devenu une ressource quasiment rare? Le sable, on en met de partout maintenant. Le sable. On en met dans l'eau, on en met dans nos habits, dans les jeans pour ce côté délavé. Je ne suis pas un très bon exemple là. Pour les plantes, on en met dans les ordinateurs, dans les nouvelles technologies, dans les eaux, dans les peintures. On en met partout dans la construction, bien évidemment, dans les briques. Et aujourd'hui, le sable commence à manquer et crée de l'érosion sur les littoraux, notamment sur tout le pourtour aussi africain, au Maroc, avec une émergence d'un trafic de marché illégal de sable. Donc, pour vous donner un exemple. Enfin, dernier exemple également, au niveau de l'intensité matérielle des différentes technologies, encore un problème, c'est qu'on ne fait jamais le lien avec le ratio. Et que même pour produire du solaire, des éoliennes, sans rentrer encore dans des débats esthétiques en termes de territoire, il faut du fossile, il faut de l'énergie, il faut du sale. Il n'y a pas, quand on parle d'énergie propre, il n'y a pas de propre en soi, ça n'existe pas. Et ce n'est pas si simple que ça. Donc, en plus du coût technologique, évidemment qu'il est plus malin de changer une technologie sale par une plus propre, mais là, contrairement à ce que fait Lionel, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie là. Et il y a toujours un coût à prendre en compte. Donc, si on veut produire une énergie moins carbonée, eh bien, il faut moins de métaux, d'accord? Mais pour avoir moins de métaux, on doit utiliser des technologies qui nous permettent d'en produire avec moins de métaux. Donc, c'est un cercle vicieux, un cercle qui peut être compliqué, un serpent qui se mord la queue, et dont pourtant, il faut absolument sortir. Alors, la question qui se pose, c'est justement comment on en sort et qu'est-ce qu'on peut supporter si on doit faire cet arbitrage, qu'est-ce que la Terre peut encore supporter? Alors, les limites planétaires, c'est un référentiel dont on entend beaucoup parler depuis 2015, avec une étude parue dans Nature par un collectif de chercheurs. Et on entend souvent la première des limites qui a déjà été franchie sur les 9 possibles, qui est le réchauffement climatique. Et on nous explique qu'il ne faudrait pas qu'on dépasse les 2 degrés d'ici 2100. Alors, on y est. Il n'est pas question que je vous déprime dans cette présentation, mais il faut quand même avoir une vision claire des enjeux. C'est qu'on y sera, pas en 2040, je veux dire, les 2 degrés ils sont déjà dans les tuyaux. Et cette limite, j'aimerais tout de suite passer à la deuxième, du réchauffement climatique, n'a de sens que en lien aussi avec une deuxième limite franchie, qui est le vivant et qui est la biodiversité. Absolument se fixer sur des limites planétaires comme si c'était des limites qu'on pouvait s'autoriser à franchir comme quand on est en voiture, non, c'est pas ça. C'est quand on sort de cette ligne, ça devient compliqué. Et la biodiversité, elle est atteinte, elle est peut-être même pire que pour le climat, parce que la défense du climat n'a de sens que par rapport aux vivants. Et le sens du réchauffement climatique, ce n'est pas d'opposer les arbres aux humains, c'est de se dire qu'on a besoin des arbres pour protéger les humains.
Et là, le taux d'extinction normal est catastrophique. Il est presque à 1000 fois supérieur à ce qui se faisait sur le taux annuel à l'échelle de la planète. Alors, troisième limite également franchie, hein, c'est celle des cycles biochimiques. Donc là, c'est aussi beaucoup lié à toute notre production alimentaire cette fois-ci, donc sur l'usage des engrais notamment, de tout ce qui est lié aussi à l'élevage, en créant une perturbation des sols et des eaux. Donc une troisième limite franchie. Et puis enfin une quatrième sur l'usage des sols et c'est très lié aussi à la déforestation. On voit aussi ça, tout ce qui est lié aussi à l'Amazonie et sur le fait que les sols, en étant perturbés, vont libérer un CO2 qui va se décharger dans l'atmosphère et qui va participer à ce réchauffement climatique dont les effets se perçoivent 40 ans après. Alors, on a un avertissement des scientifiques, donc je vous renvoie, si vous le souhaitez, je contrôle mon temps de parole pour arriver donc à la question aussi des débats. C'est que tout ce que je viens de vous dire là, ce n'est pas moi, Sophie, qui le dis, ce sont des scientifiques et ce sont des appels à des scientifiques que l'on connaît maintenant, qui sont publiés dans des revues prestigieuses avec des comités et des études assez longues maintenant et qui appellent donc à cet appel comment on dit, de warning, voilà, de faire attention et d'alerte un petit peu générale à prendre en compte. Et c'est cette alerte-là que l'on devrait pouvoir prendre en compte dans une stratégie effectivement plus générale. Donc, dernier slide, un petit peu imagé, mais pour bien poser l'ampleur des débats, c'est qu'en fait, en gros, hein, quand on reprend ces limites planétaires, est-ce que peut supporter la planète? C'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens et de se dire que finalement, au fond, tout notre modèle économique aujourd'hui repose sur cette idée que la nature est une ressource à exploiter, que c'est une variable de plus dans la fonction de production et de consommation. Et ce que nous disent nos scientifiques, c'est de dire non, la nature est elle-même un écosystème, fait un système. Il y a cette idée de système Terre qui se pense de manière globale, systémique, et qu'on ne peut pas toucher au climat sans perturber le cycle du vivant. Et ce qu'on voit dans ce schéma-là, c'est quand on est dans vert, tout va bien. C'est à peu près OK, quand on reste dans ce premier cercle concentrique. Mais déjà, quand on est perturbé, quand on est dans le rouge, c'est trop tard. Et dans tout ce qui est en jaune, ça devient compliqué. Et puis, ce que vous voyez également, ce qu'on a parlé d'incertitude, ce sont des points d'interrogation sur les nouvelles entités, sur l'ozone, sur ces petites substances et particules dans l'atmosphère qui se déchargent également, sur la deuxième partie de l'intégrité biosphérique. Donc, il y a encore des zones d'incertitude qui font que lorsqu'on s'intéresse aussi aux vivants, contrairement au cycle plutôt physique, il y a toujours une marge d'erreur. On ne sait pas, c'est difficile même de décomptabiliser le taux d'érosion des espèces. Mais ce qui est sûr, c'est que les données suffisent aujourd'hui pour nous faire comprendre que ce qui nous attend est quand même pas terrible. Et que ne pas le prendre en compte, risque de nous mettre vraiment en danger en tant qu'espèce humaine. Alors, sur le taux d'érosion, vous me direz, OK, dans l'histoire de la nature, on a toujours eu des espèces qui disparaissaient. Oui, 2 espèces sur 10 000 ans. Aujourd'hui, ce qui fait peur par rapport au réchauffement climatique, par rapport au taux d'érosion des espèces, c'est la rapidité avec laquelle ces changements arrivent et apparaissent. C'est la rapidité avec laquelle on risque de sortir de ce tunnel de variation de 2 degrés. Pourquoi 2 degrés? C'est important de le prendre en compte parce qu'au-delà de 2 degrés, jamais dans notre histoire de l'humanité, on est sorti de cette augmentation-là pendant l'alternation des périodes glaciaires interglaciaires. Et sortir de ces 2 degrés, ça veut dire qu'on ne sait pas comment le vivant va s'adapter. On ne sait pas comment on va réagir, mais on en sait suffisamment pour se dire que les parasites, les virus, aiment beaucoup ce genre d'éléments-là, contrairement à nous, contrairement aux plantes, contrairement au stress hydrique des plantes, contrairement à tout ce que l'on devrait arriver à faire pour le prendre en compte. Donc, je contrôle également le temps, peut-être en 1 minute de conclusion pour ne pas trop dépasser sur les 15 minutes qui sont allouées. Je dirais que finalement, au fond,
sans faire peur non plus. Il me semble, et je ne suis pas spécialiste du tout de stratégie, donc en restant tout à fait à ma place, mais juste en prenant en compte ce qu'on doit enseigner et ce qui fait la vision d'une pensée un peu écosystémique, c'est qu'il semblerait intéressant parce qu'on a des solutions, on connaît les problèmes, qu'une stratégie d'aménagement du territoire puisse poser la protection de l'environnement, effectivement, la préservation de la nature comme quelque chose d'essentiel à toute stratégie qui commencerait. Et dans tout plan de développement, si on ne prend pas en compte la préservation de cette biosphère et ces limites-là, ça risque d'être compliqué pour la suite. Pour comprendre que nous sommes en interdépendance, connectés entre êtres humains, et que oui, les besoins matériels doivent être satisfaits, bien évidemment, mais l'économie, et c'est tous ces nouveaux mouvements que l'on commence à voir émerger, d'économie écologique, économie de la fonctionnalité, économie régénératrice, c'est-à-dire de ne pas prendre plus que ce que la nature peut supporter, existe. Et donc, ça suffit simplement de poser la nature, non pas comme une ressource à exploiter, mais comme une donnée primaire avec laquelle composer, en partenariat. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, on a besoin de nouvelles compétences, de nouveaux urbanistes, de nouveaux architectes pour prendre en compte le vivant dans les villes, on l'a vu tout à l'heure, les parcs, le biosourcé, la construction, privilégier la fonctionnalité. Énormément de solutions existent. Peut-être que ce qui nous manque, c'est un partage de ces connaissances et puis peut-être aussi une vraie inscription dans les politiques publiques pour nous permettre de mettre ces solutions à hauteur des enjeux qui nous guettent et qui sont bien réels. Je vous remercie. Herzlichen Dank, Frau Swatton. Das sind spannende Aspekte, die aufeinandertreffen. Ich denke, wir haben genügend Stoff für eine interessante Podiumsdiskussion.